Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier grand entretien du fil d'actu de la saison. Avant toute chose, je remercie les tipeurs grâce à qui nous sommes en mesure de vous proposer ce nouveau concept d'émission. Et pour ce premier grand entretien, nous sommes le 17 novembre, a priori à l'heure où sort cette vidéo. Et nous sommes pile un an après l'acte 1 des Gilets jaunes. Et à l'occasion de cette date anniversaire, je reçois François Boulot. François, bonjour. Je te laisse te présenter, peut-être ? Oui, mais François Boulot, je suis avocat et je suis porte-parole des Gilets jaunes à Rouen. Tu viens aussi de sortir un manifeste. Oui, tout à fait. J'ai écrit un manifeste cet été à l'initiative des éditions indigènes qui m'avaient contacté quelques mois plus tôt pour essayer de restaurer l'image des Gilets jaunes parce que j'ai fait le constat, comme beaucoup, que les médias traditionnels s'étaient appliqués à discréditer le mouvement, à l'assigner surtout à la violence. Il y a énormément de personnes que je croise, avec qui je parle et qui me disent « oui, je soutenais les Gilets jaunes au début, mais après, il y a eu la violence, alors tu comprends. » Bon. Donc j'ai essayé de donner à voir dans le manifeste une vision intégrale en fait, du mouvement pour essayer de contrer l'effet de loupe que les médias ont mis sur la violence et essayer de recentrer ou donner à voir aussi quelles sont les revendications originelles du mouvement, quel est l'idéal qui est poursuivi, comment précisément les médias ont traité le mouvement, et puis également quelle a été la stratégie du pouvoir face au mouvement des Gilets jaunes. Ça tombe bien, on va en reparler de tout ça. Donc, juste ton manifeste s'intitule La ligne jaune. Alors, la ligne jaune, il coûte 3,90 € et mes droits d'auteur, en fait, je les reverse à 50% pour les mutilés du mouvement et à 50% pour développer la plateforme de la ligne jaune que j'ai créée pour essayer de mettre en réseau l'ensemble du mouvement, essayer d'organiser, de structurer les choses. Et elle aura vocation à devenir même une plateforme vraiment pour politiser les gens. On va essayer notamment de créer un module de vote qui s'apparentera à une espèce de référendum d'initiative citoyenne numérique pour qu'on se forme déjà à la démocratie et puis qu'on puisse débattre. Il faut que ce soit vraiment un espace de discussion et de débat politique pour essayer d'échanger des arguments, essayer de progresser tous ensemble. Ça aussi, on va avoir l'occasion d'en reparler tout à l'heure. On va peut-être commencer par un petit bilan du mouvement des Gilets jaunes. On va pas se le cacher, on l'a vu venir, tu l'as vu venir, on sentait qu'il y avait une colère un petit peu sourde qui attendait que l'étincelle pour s'exprimer. Ouais, complètement. Moi, j'ai embêté mes amis pendant l'élection présidentielle en leur disant que si Macron était élu, 6 mois plus tard, la France serait dans la rue. Bon, moi, je me suis trompé d'un an, mais bon, il est clair qu'il y a beaucoup de gens quand même qui voyaient bien, déjà dans la dynamique des votes entre 2012 et 2017, on voyait que le vote pour un changement de politique radical, c'est-à-dire si on va prendre Mélenchon et Marine Le Pen, si on était à 30% en 2012, on est arrivé quasiment à 50% en 2017. Donc forcément qu'il y avait une aspiration au changement. Et d'ailleurs Emmanuel Macron, il s'était présenté comme le candidat anti-système. Absolument. Et donc il devait opérer la révolution, puisque c'était le titre de son livre. De son livre, absolument. Bon, simplement pour les gens qui étaient à peu près avisés, on savait bien que c'était un libéral et que en fait il allait faire la fusion entre l'UMPS et en fait aller encore plus loin dans les politiques qui précisément sont contestées par un plus grand nombre davantage à chaque fois de Français. Donc il était certain que ça ne pouvait conduire qu'à une révolte à un moment ou à un autre, ce d'autant qu'il a ajouté à une politique de fond injuste un mode de communication qui a été extrêmement méprisant, condescendant. Très violent aussi. Extrêmement brutal, violent. Enfin, les feignants, les cyniques, les extrêmes. Il y a eu ça, ceux qui ne sont rien, il suffit de traverser la rue pour trouver un boulot. Si tu veux un costard, il faut travailler. Voilà, il y en a eu un certain nombre. Puis il y a eu aussi le général de Gaulle, il le citait pour dire on n'a pas le droit de se plaindre, etc. Il avait sorti ça à des retraités. Bon, en plus, on a l'impression qu'il prend un plaisir, quasiment une jouissance à aller parler aux gens dans la rue, qui n'ont évidemment pas le bagage pour lui répondre, et il les écrase en fait. Il les écrase en parlant de CSG, etc. Bon. Donc ça a été très fort hein, sur les ronds-points, c'est-à-dire qu'il y avait une haine viscérale contre Emmanuel Macron,
Et aujourd'hui, elle est plus grande encore qu'il y a un an, parce que depuis, il nous a expliqué qu'il n'y avait pas de violence policière, c'est inacceptable. Ah oui, depuis, il a fait le grand débat national, depuis... Voilà, c'est d'ailleurs l'occasion d'un des grands débats qui avait dit qu'il n'y avait pas de violence policière dans un état de droit. Alors moi, je lui rappelle quand même que non, dans un état de droit, en fait, il peut y avoir des violences policières, mais dans un état de droit, elles sont sanctionnées, en fait. Sauf que la pratique, c'est qu'à ce jour, il n'y a pas eu une seule sanction prononcée contre un des policiers qui est visé par une enquête. Donc après, je laisse à chacun de tirer la conclusion. Par contre, il y a eu combien de centaines de gilets jaunes? Alors ça, il y a eu, j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais il y a eu au moins 5000 procédures et je crois qu'il y a eu 2 ou 3000 condamnations judiciaires. Mais il y en a même quelques dizaines qui sont en prison Bien sûr. Aujourd'hui pour avoir exprimé leurs idées. En tout cas, c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui ont senti ce truc venir. Enfin, il suffisait d'écouter un petit peu ce qui se passait dans le pays, d'écouter les gens. Et paradoxalement, tu disais qu'en 2017, ça a été une grosse victoire pour les partis qui proposaient un changement radical de système. Paradoxalement, eux, ces partis, les organisations militantes, qui auraient pu avoir un boulevard devant elles pour faire la révolution, quelle qu'en soit l'idéologie sous-jacente, finalement, eux ne l'ont pas vu venir du tout. On a vu les militants complètement pris au dépourvu, qu'ils soient de n'importe quel bord politique. Au tout début de la crise des Gilets jaunes, ça regardait ces gens du peuple avec circonspection. Quand même, à gauche, on disait oui, c'était peut-être des fascistes, on ne sait pas, ils ont voté Marine Le Pen, machin. À droite, c'était oui, c'est des gauchistes, des black blocs ou je ne sais pas quoi. Enfin, il y a eu quand même, il a fallu un petit peu de temps avant que les organisations traditionnelles, pourtant d'opposition, se disent non, ce truc-là, c'est peut-être la révolte populaire finalement qu'on attendait. Mais comme elle ne vient pas de nous, on rejette notre premier... Oui, voilà, je crois que c'était à la limite peut-être plus ça, c'est que je ne sais pas s'ils ont été surpris qu'il y ait une révolte, mais en tout état de cause, ils n'avaient pas trop envie qu'elle aboutisse au début, parce que sinon c'était un mouvement qui s'exprimait par lui-même et donc et qui repoussait justement tous les partis politiques. Donc ils étaient tenus à l'écart du coup de ce qu'ils voyaient s'en venir comme un mouvement historique et qui allait avoir un très fort impact dans l'opinion publique et qui ne leur permettrait pas, eux, de capitaliser, de faire de la récupération politique dessus. Oui, non, mais complètement. Mais peut-être aussi que paradoxalement, c'est parce que ces partis, même s'ils ont... Enfin, ces partis, ces alternatives, on va dire, anti-système, qui ont un petit peu grossi ces dernières années, vu la situation, c'est normal, mais en même temps, comme dirait l'autre, ne représentent pas non plus une alternative si viable que ça. Je ne parle même pas que des partis, mais aussi des syndicats, des organisations syndicales qui d'habitude défendent, qui traditionnellement sont censés défendre les gens normaux, dans le concret, dans leur vie, finalement, ont été complètement rejetés parce qu'ils n'incarnaient pas, ils n'incarnent plus la vraie France, la France périphérique, la France... Ce qui s'est passé, en fait, c'est que les partis politiques sont discrédités parce que les gens n'ont plus confiance en eux. Les syndicats sont discrédités parce que ça fait quand même plusieurs années qu'ils vont de défaite en défaite. Et notamment en faisant des appels à la grève sur des journées isolées. Donc les gens ne supportent plus ça et voient bien que ça ne mène à rien. Et en plus, Emmanuel Macron, de toute façon, il a véritablement ignoré tous les rouages de structures collectives traditionnelles, si bien qu'en fait les gens se sont retrouvés en confrontation directe avec lui. Et le fait nouveau, en France en tout cas, c'était déjà arrivé dans d'autres pays, mais ça a été la possibilité de s'organiser via les réseaux sociaux et notamment Facebook. C'est ça qui a permis effectivement aux gens de se réunir et de converger sur des dates communes, des modes d'action communs, et ce qui a produit notamment la première journée réussie du 17 novembre, et puis ensuite les actes qui ont suivi derrière. Mais c'est vrai que le 17 novembre, en plus, les gens qui se sont bougés, qui ensuite ont occupé des ronds-points pendant des semaines, ce sont les gens qui n'avaient pas plus l'habitude ou qui n'avaient jamais eu de se bouger finalement. C'était ceux que les gens les militants, traditionnellement allaient dire oui, mais de toute façon, les Français ne se bougent jamais, il va falloir qu'ils aient faim pour qu'ils se révoltent, etc. Et là, il y a eu quelque chose, en fait,
ça va paraître un exemple très con, mais je viens de la Meuse et à Verdun, il n'y a jamais rien qui bouge, il n'y a jamais de manif, il n'y a jamais rien qui se passe. Et le 17 novembre, en fait, il y avait tous mes potes, ils étaient tous sur les ronds-points, ils ont bloqué les stations essence, etc. Et c'est là que je me suis dit, attends, il se passe vraiment quelque chose dans le pays. Finalement, est-ce que le framing, pour utiliser un mot de la Startup Nation, comme on dit, mais disons, est-ce que cette centralisation de tout ce qui se passe, où traditionnellement ça se passe à Paris, il faut venir à Paris pour manifester, pour faire la grosse journée de convergence entre toutes les organisations syndicales, politiques, etc. Là, en fait, le 17 novembre, tout ça a été complètement balayé. C'est-à-dire que désormais, les choses se passaient à la maison, elles se passaient en France, dans la vraie France, et pas sur le parcours Bastille, République, Nation... traditionnel. En fait, je crois qu'il y a eu 2 idées géniales. La première, c'est de prendre les ronds-points. Et la seconde, c'est le gilet jaune sur les tableaux de bord des voitures. Ouais. Ça a été très important parce que c'est ce qui a annoncé le succès du mouvement. Moi, j'ai bien vu que petit à petit, dans les jours qui précédaient, on voyait de plus en plus de gilets jaunes sur les tableaux de bord des voitures. Et ça a été un signe de ralliement et les gens se comptaient. Ouais. Alors, je me souviens très bien, on comptait tous de savoir, il y avait au moins 7 voitures, 8 voitures sur 10 qui avaient le gilet jaune, etc. Donc déjà, ça a permis aux gens de prendre conscience que il y avait quelque chose qui se passait, qu'on était nombreux à être en colère. Et puis après, les ronds-points, en fait, à la différence des manifestations, ça a permis aux gens tout simplement de se parler. Et donc d'échanger tranquillement, ce qu'on fait pas forcément en manifestation. Et de recréer du lien, en fait. Ce sont des amitiés, en fait, qui se sont nouées sur tous les ronds-points de France et où on a partagé, effectivement, les merguez, l'apéro, etc. Et donc ça, c'était un moment assez formidable parce qu'on voyait des gens qui, depuis des années, effectivement, étaient isolés et étaient résignés, en fait, par rapport à la politique. Puis chacun était dans son coin, puis essayait de se débrouiller comme il pouvait. Et puis ce 17 novembre 2018, ils se sont rendus compte, en fait, ils étaient très nombreux à penser à la même chose. Ils n'étaient pas tout seuls. Et ils ont retrouvé une communauté. Et ça, je pense que ça a été un élément vraiment extrêmement puissant qui a fait que les gens sont restés sur les ronds-points parce qu'ils s'y sentaient bien, ils se sentaient avec les autres. Et c'est ce qui a permis d'enraciner le mouvement dans le temps. Donc je pense que ça, ce sont vraiment 2 éléments déterminants, le gilet jaune et le mode d'action sur les ronds-points. C'est très intéressant là, ce que tu dis sur la question de l'isolement parce que je le vois comme ça aussi, où vraiment j'ai l'impression qu'il y a eu un tournant. Et c'est pour ça, je crois que j'ai fait une vidéo peut-être une semaine après l'acte 1 ou l'acte 2, et où je disais c'est un mouvement qui va être dans les livres d'histoire, alors pas en soi, mais comme prémisse de quelque chose, parce qu'il n'y aura plus de retour en arrière, au sens où, pour moi, durant le mouvement des Gilets jaunes, c'est pas juste qu'il y a des amitiés qui se sont nouées, voire des mariages d'ailleurs, j'ai vu plus ou moins avec des fins plus ou moins heureuses visiblement. Il y a des couples qui se sont faits, il y en a qui se sont défaits aussi à cause, oui, voilà, à cause des Gilets jaunes. Mais c'est vraiment le côté, depuis des années en fait, où on était tout seul et même physiquement, on était de plus en plus isolés les uns des autres parce que si on n'habitait pas dans une grande ville, on n'avait plus de transport en commun, plus de services de proximité, plus de commerce de proximité, de moins en moins de contacts finalement et de liens avec les autres. Et ça empêche finalement, pas juste de se faire des amis, mais aussi de partager quelque chose de vécu, de l'ordre de la vie quotidienne. En fait, on se rend compte finalement qu'on est tous beaucoup ou très nombreux à être dans le même bateau, à avoir les mêmes galères, à subir les mêmes choses. Et là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de retour en arrière, c'est ce partage en fait de vécu. Et pas seulement le vécu sur les ronds-points, mais le partage de ce sentiment, on était isolés, maintenant, même s'il ne se passe rien, même si le mouvement des Gilets jaunes ne donne rien de concret, de politique tout de suite au final, les gens ne vont pas refermer les yeux et se dire ah ouais, je suis isolé, comme ils pouvaient se le dire il y a un an et un jour. C'est certain, il y a un avant et un après. Et pour moi, je ne connais pas un seul gilet jaune qui est rentré chez lui en se disant mais c'est bon, Emmanuel Macron il m'a convaincu que les 17 milliards, le plus grand débat, ça y est, je veux dire, j'étais dans l'erreur. Et puis, en tout cas, il a répondu à nos attentes. Donc la colère est plus grande encore qu'elle n'était il y a un an. Et en fait, les gens sont devenus des citoyens émancipés, conscients. C'est-à-dire que maintenant, ils sont politisés. Donc, tout le monde n'a pas encore progressé, mais
ils s'intéressent maintenant, ils suivent l'actualité de très près et en fait ils vont être sur le qui-vive pour saisir la moindre opportunité pour à un moment donné aller ressortir et essayer de mener le rapport de force avec le pouvoir exécutif parce que on a bien compris qu'il n'y a que le terrain du rapport de force qu'ils comprennent et que si on n'oppose pas, si on ne constitue pas un contre-pouvoir, alors ce pouvoir est en train de nous rouler dessus, de nous écraser de plus en plus. Alors c'est intéressant ce que tu dis, puisque la question de constituer un contre-pouvoir, c'est qu'il y a des choses qui sont assez paradoxales, puisque c'est les Gilets jaunes finalement récusaient toute idée de représentation politique. C'était un mouvement qui se disait apolitique, pas au sens où il ne portait pas des revendications politiques, mais au sens où il ne voulait pas de ce système politique-là. Donc il y avait beaucoup de revendications visant à établir une démocratie horizontale, directe. Parfois c'était même assez absolu. Et finalement, toi, tu es représentant des Gilets jaunes, tu es leader Gilets jaunes, quelque part, je ne sais pas quel est le terme le plus approprié. Comment tu t'es retrouvé pas leader, parce que ça, c'est comme politique, c'est les mots qui entraînent plutôt des réactions allergiques en fait au sein du mouvement. Bon, en fait, le mouvement n'était pas politique, il était apartisan, pour être vraiment précis. Mais c'est vrai que les gens disaient apolitique. Mais ce qu'il voulait dire en fait, c'était apartisan, parce qu'il est profondément politique depuis le début, vu que les gens aspirent à une autre politique. Donc c'est évident. Après, comment dirais-je, le mouvement naît en partie aussi donc d'une crise de la représentation, une crise de la représentativité, une défiance absolue vis-à-vis de tous les représentants politiques, de droite comme de gauche, parce que les gens voient bien que depuis 40 ans, de toute façon, quoi qu'on vote, ils ont trahi l'intérêt général et en fait, toutes les classes sociales sont en train petit à petit de s'appauvrir. Maintenant, moi, à Rouen, effectivement, on m'a désigné porte-parole, mais parce que j'avais l'occasion, d'expliquer quelle était ma vision du mouvement, la stratégie, les revendications, etc. Et puis parce que j'avais tout de suite dit que, de la même manière qu'il me nommait, il pouvait me révoquer. Et donc en fait, c'était tout à fait conforme au référendum d'initiative citoyenne qui comporte notamment le référendum révocatoire. Donc je crois que beaucoup de personnes en fait étaient tout à fait conscients que ça pouvait être opportun de déléguer la parole à ceux qui étaient le plus compétents pour la porter. Simplement, après, il fallait juste prévoir ce qui était mon cas, me concernant, les garde-fous pour pouvoir révoquer la personne si elle commence à utiliser sa notoriété médiatique, etc., dans son intérêt personnel et puis au service de la cause qu'on est censé défendre. Donc, je crois que là-dessus, c'était peut-être l'un des vrais points de clivage en fait au sein du mouvement. C'était entre les partisans vraiment de l'horizontalité absolue et des gens qui étaient beaucoup plus ouverts à déléguer tout simplement à des personnes qu'ils estiment plus compétentes. Donc je pense que s'il y avait un clivage, il était surtout là dans le mouvement. Au tout début du mouvement, peut-être 2-3 semaines après le 17 novembre, il y a eu une publication d'une liste de revendications qui était très concrète, qui concernait pas seulement les institutions et qui concernait par contre d'abord des conditions de vie quotidienne, donc qui étaient très sociales, pas au sens théorique du terme, mais vraiment au sens concret. C'était le SMIC à 1 400 €, c'était des moyens pour les EHPAD, pour la psychiatrie, pour l'hôpital, des réouvertures de tous les lits d'hôpitaux qui avaient été fermés, etc. Et effectivement, il y avait le RIC parmi les revendications. Et j'ai l'impression que sur les semaines qui ont suivi, en fait, la question du RIC a pris de plus en plus de place dans les revendications pour devenir presque l'unique, le symbole en fait de tout ce que les Gilets jaunes demandaient. Paradoxalement, cette revendication, c'est celle qui a permis à Macron de lancer son grand débat national. C'est celle qui lui a permis de dévier finalement le débat des questions sociales, la question du SMIC, la question des retraites, la question de comment on vit, comment on remplit le frigo, comment on peut même offrir des fois des vacances à nos gosses au quotidien. Et de ça à, oui, regardez, c'est la démocratie, j'organise un grand débat national. Et finalement, est-ce que c'est pas le fait d'avoir mis en avant ce RIC? Et je dis pas que c'est forcément les Gilets jaunes qui l'ont mis en avant tout seuls, parce que les médias y ont énormément contribué, puisque ça, c'était récupérable, finalement, une revendication de démocratie. N'importe qui avec le pouvoir peut l'utiliser. Alors que le SMIC à 1 400 €,
tu le vois tout de suite si le mec il l'a fait ou pas, tu vois, c'est s'il a pris la mesure politique pour dire ok on monte le SMIC à 1400 € ou pas. C'est plus difficile de dire je vous ai entendu sur des revendications concrètes. Donc est-ce que finalement le RIC, la question du RIC, le débat autour du RIC a pas contribué à amener les gilets jaunes sur le terrain aussi peut-être plus traditionnel, politique, qui n'était pas leur terrain. C'était pas là-dessus qu'ils se sont bougés au début, quoi. Alors, je crois qu'il faut repartir du début. Au début, c'est l'attaque sur le carburant qui amène au mouvement, et au bout de 2-3 jours, on est effectivement sur la question de l'injustice fiscale et sociale, très clairement, et donc sur le pouvoir d'achat, sur la question de la revalorisation des salaires, des retraites, de l'allocation adultes handicapés, des moyens pour les services publics, etc. Et puis, au bout de 15 jours, 3 semaines, surgit le RIC. Bon, moi, tel que je l'interprète, c'est qu'en fait, les gens voient que le gouvernement ne donnera jamais les mesures de justice fiscale et sociale. Donc, ils se disent, bon, bah, à ce moment-là, on va demander le RIC. Et puis, comme ça, ce qu'ils veulent pas faire, on va le faire à leur place. Bon. Mais évidemment, le pouvoir n'allait pas plus donner le SMIC à 1400 ou 1500 € que le référendum d'initiative citoyenne. C'était absolument évident. Ce qui s'est passé aussi, c'est que je pense qu'il y en a qui se sont fait un peu piéger, au sens où les médias disaient « Ah, mais les revendications, c'est confus, il y en a dans tous les sens, etc. » Et donc, ils ont vu dans le RIC l'idée que finalement, on pouvait ne plus demander que ce dispositif, et puis une fois qu'on l'aurait, alors on aurait tout le reste, et de cette manière-là, au moins, on arrêterait de nous dire que les revendications, c'est confus. Bon, mais en fait, il fallait pas tomber dans ce piège-là, parce que les médias faisaient semblant de pas comprendre que la nature des revendications et à quel point elles étaient limpides. Et puis ensuite, le mouvement permettait justement de capter l'attention. Il a capté l'attention de tout le pays. En novembre-décembre, c'est incroyable, on ne parle que de ça. Et donc, c'est ce moment qu'il faut saisir justement pour parler d'économie, de fiscalité, de ce qu'est la politique totalement inique d'Emmanuel Macron qui donne des cadeaux aux ultra-riches, etc. Donc, il fallait surtout avancer sur les deux jambes. Moi, je trouvais que le RIC, et je trouve toujours que c'est une très bonne idée parce que je pense qu'il faut qu'on ait les moyens de contrôle sur nos élus et de pouvoir les sanctionner. Mais il fallait rester effectivement sur le cœur de ce qui a fait la révolte. Et pour les gens, en fait, c'est leur condition de vie quotidienne. Ce qui a mis les gens dans la rue à la base. Exactement. Donc, en fait, les gens viennent, à mon sens, sur les questions institutionnelles après. Mais donc, il faut pas se couper de tous les gens qui se sont pas encore mobilisés. Et eux, pour les mobiliser, il faut leur parler de leurs conditions de vie quotidiennes, quoi. Donc, il fallait parler des deux. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours parlé des deux. J'ai toujours présenté les revendications avec ces deux grands axes, le RIC sur le plan institutionnel et ensuite la question que je résumais en disant qu'il faut que la politique serve les intérêts de 99% de la population et non plus des 1% les plus riches. Bon. Voilà, et ça, après, on comprenait toutes les revendications catégorielles parce que c'est ça, au fond, qui était réclamé. Donc, effectivement, je crois qu'il fallait pas se laisser enfermer là-dedans, mais ça a été un argument que j'ai entendu en décembre. Et moi, je me souviens, j'étais dans la caravane du rond-point des Vaches et j'ai eu la discussion avec des gilets jaunes, dont certains me disaient on va demander que le RIC. J'aurais dit non, surtout pas. Parce qu'en plus, il y avait autre chose que je leur disais, c'est que si on ne réclame que le RIC, si le gouvernement est intelligent, il va vous le donner. Hein. Ça s'appellera RIC. Le grand débat national. Mais non, mais même sans le grand débat, il vous donnera un truc qui s'appelle RIC. Ça n'aura rien à voir avec le RIC, c'est-à-dire qu'ils vont mettre des garde-fous de l'Assemblée nationale, du Conseil constitutionnel, enfin de ce que vous voulez, mais d'ailleurs, il l'a plus ou moins fait, Macron, en disant je vais abaisser à 1 million le nombre de votants nécessaires pour obtenir un RIP, alors qui n'est pas tout à fait la même chose, mais qui est une procédure qui est en cours en ce moment sur ADP. Si vous n'avez pas signé la pétition, faites-le s'il vous plaît, c'est important. Oui, et exactement, il faut absolument signer le RIP ADP. Le problème de cette procédure, on a levé cet obstacle-là pour ADP, mais c'est qu'en réalité, c'est les parlementaires qui peuvent déclencher la procédure. Donc, c'est là toute la différence avec le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, où le but là, c'est que le peuple, par lui-même et par lui seul, il puisse déclencher un référendum et qui permette ensuite au peuple de se prononcer sur la question qui lui est posée. Ce qui serait la base, en fait. Enfin,
C'est comme ça qu'on est censé fonctionner, tout de même. Oui, mais en fait, bien sûr. Le problème, c'est que il y a mon maître à penser, Jacques Attali, qui explique que, en fait, il faut bien comprendre, il y a la démocratie et à côté, il y a le progrès. Donc ça donne une bonne idée de ce qu'est le progressisme. En fait, ce qu'on comprend derrière ça, c'est qu'il y a les élites et il y a le peuple. Et que les élites savent bien mieux que le peuple ce qui est bon pour lui. Donc laisser les gens sérieux gérer les affaires de ce monde. Et puis, voilà, vous ne vous préoccupez pas de ce que vous n'êtes pas en capacité de comprendre. Donc, quand on voit clair au petit, on se demande qui est en capacité de comprendre le mieux. Mais bon, moi, c'est mon argument, honnêtement, sur le RIC, c'est de dire, écoutez, vu la situation à laquelle vous nous avez mise, a priori, on ne pourra pas faire pire que vous. Donc voilà, bon. Après, je nuance quand même, c'est-à-dire qu'évidemment que ça pose des questions, mais je pense qu'en fait, c'est à la fois les problèmes et les solutions du référendum d'initiative citoyenne. C'est l'éducation des gens et leur information. C'est-à-dire avoir une capacité d'analyse et d'esprit critique et avoir toutes les informations pour pouvoir formuler un choix éclairé. C'est la problématique du RIC, mais c'est aussi la solution. C'est-à-dire qu'en fait, pour qu'effectivement on soit dans une démocratie et que la souveraineté revienne effectivement, soit exercée pleinement effectivement par le peuple, alors il faut que les citoyens soient éduqués et informés. Ça nécessite de revoir un certain nombre de aujourd'hui d'institutions et notamment les médias qui, depuis quand même beaucoup d'années, s'appliquent plutôt à abrutir les masses plutôt qu'à essayer de les rendre plus intelligentes et notamment en jouant sur l'émotionnel, le sensationnel en permanence, ce qui en plus produit un effet, c'est le lapin dans les phares, quoi. C'est-à-dire que les gens sont totalement dans l'incapacité de raisonner et de réfléchir. Il y a trop. Et bon, là, je vais te parler en tant que journaliste, entre gros guillemets, mais c'est vrai que même pour nous, dont c'est quand même un petit peu notre métier avec l'équipe qui est là, pour réussir à extraire ce qui est essentiel de l'information, alors que c'est notre boulot de faire ça, faut quand même s'accrocher, quoi. C'est le déluge, c'est difficile. Mais bon, après, pour avoir que ça soit un RIC ou des médias autres, il n'y a pas 36 solutions. C'est s'ils ne font pas le boulot, à un moment, il faut le faire nous-mêmes. Et c'est vrai que pour obtenir des lois qui mettent le SMIC à 1 400 €, comme pour avoir un RIC, il n'y a pas non plus 36 solutions. C'est qu'il y a un moment, il faut que quelqu'un aille prendre leur place, quoi. Oui, mais le problème, c'est que pour les médias traditionnels, on sait que 90% d'entre eux sont détenus par 9 milliardaires en France et qu'évidemment, du coup, ils vont plus s'appliquer à défendre le système en place qu'à essayer de le changer. Et malheureusement, moi, je l'ai découvert. Moi, je regardais plus la télé depuis un bon moment, mais la télé est encore extrêmement puissante, bien plus qu'Internet, parce que finalement, sur Internet, on s'adresse plutôt à des bulles, à des circuits fermés, alors que la télé arrive, télé, radio en fait, il y a toujours une petite musique sur chaque sujet qui va être développée de manière un peu différente ici ou là, mais il y a toujours une petite musique. Et celle-là, qu'on le veuille ou non, en fait, on l'intègre, en fait, on l'ingère. Et si on n'est pas vraiment conscient politiquement, avec un vrai regard critique sur la société, des vraies clés de compréhension, on se fait avoir. C'est notamment la petite musique de au début j'étais gilet jaune, mais maintenant ils sont violents. C'est exactement l'idée qu'ils ont voulu faire passer dans les médias traditionnels, et ils ont réussi. En même temps, je tempérerais peut-être un petit peu ça, parce que tout à l'heure, tu parlais du rôle des réseaux sociaux dans l'engagement dans le mouvement des Gilets jaunes. Et j'ai quand même l'impression que les réseaux sociaux ont bouleversé quand même un petit peu ça. Il n'y avait pas besoin d'être politisé, et précisément, en fait, il valait mieux ne pas être idéologisé, en tout cas, avant le 17 novembre, pour comprendre vraiment ce qui se passait, pour ressentir ce qui se passait. C'était pas quelque chose qui convenait d'analyser selon un prisme de gauche ou de droite ou quoi que ce soit. Enfin, c'était vraiment, il y avait juste besoin de savoir que c'était la merde et que c'était de pire en pire et que Macron faisait passer des lois qui rendaient la situation et la vie encore plus difficile. Et c'était bon, quoi. Pas besoin de savoir, d'avoir lu ni Le Capital, ni Charles Maurras, ni quoi que ce soit. Il y avait juste besoin de savoir où on se tenait et du côté de qui on était finalement. Et je trouve que les réseaux sociaux ont quand même bouleversé finalement ce dont tu parles. Alors c'est vrai, la télé évidemment a encore un poids énorme. C'est pas pour rien que pendant le grand débat national, Macron faisait ses discours de 6 heures retransmis sur 5 chaînes en direct.
On arrive quand même à des niveaux assez impressionnants. Moi, j'avais proposé la prochaine étape. Tu vois, les réseaux sociaux, ils ont quand même brisé ces bulles-là, quoi. Finalement, des gens qui ne se parlaient pas, qui étaient a priori dans des bulles complètement fermées, dans des chambres d'écho sur Facebook, sur Twitter et autres. Là, il y a les barrières qui sont tombées, donc c'est possible de les briser, ces bulles-là aussi, de temps en temps. C'est tombé, je dirais, pour les personnes qui ont réussi donc, à se rejoindre dans le mouvement des Gilets jaunes. Mais en revanche, assez rapidement, finalement, le mouvement s'est enfermé dans sa propre bulle, en fait. Ouais. Ça a été ça, la difficulté. Et effectivement, Emmanuel Macron, c'est pas pour rien qu'il est de faire son grand débat. Moi, j'avais proposé, vu qu'il était relayé 6 ou 7 heures par jour sur la chaîne d'information en continu, qu'on installe des haut-parleurs partout dans les rues pour se faire chanter la divine parole de Jupiter. Comme dans 1984. Oui, voilà, on va dire au point où on en est. Oui. Mais non, les réseaux sociaux, le problème, c'est que effectivement, le mouvement a permis de créer une communauté, mais finalement, cette communauté, elle s'est enfermée, malgré elle, dans une bulle. Et finalement, la différence peut-être majeure, c'est que sur les réseaux sociaux, on est quand même actif. Il faut quand même aller taper dans la barre de recherche Gilets jaunes, voilà, pour pouvoir trouver le groupe, s'inscrire et du coup suivre les informations. Alors que la puissance de la télé et la radio, c'est qu'en fait, elle s'impose à vous. Ça s'impose tout simplement à vous. Donc, vous vous en rendez même pas compte, mais vous ingérez le discours dominant qu'on a envie de vous voir penser. C'est ça la grosse difficulté. Et bon, moi, quand je débat avec des gens qui ne sont pas politisés et comme ça, ils ne se rendent même pas compte. Ils sont juste en train de me répéter. J'ai l'impression d'avoir un éditorialiste de BFM TV qui est en train de réciter un discours. Et la personne en question ne s'en rend même pas compte, en fait. Oui, peut-être, mais après, ça peut aussi, je pense, se retourner contre eux. Parce que finalement, le discours des éditorialistes de BFM TV... ça avait été pendant des années, oui, il y a trop d'impôts, etc. Et au final, cet argument-là s'est retourné précisément contre le pouvoir le jour où ils ont décidé qu'ils allaient augmenter la taxe sur le carburant. Donc c'est pas... c'est toujours... Il y a toujours la porte de sortie, quoi. Oui, mais après, tu disais quelque chose de très juste. En fait, on en est arrivé à un point où, de toute façon, pour être remonté en colère, il n'y a même plus besoin aujourd'hui d'avoir toutes les clés de compréhension économique, etc. Les gens voient bien qu'ils s'appauvrissent, que la dynamique, elle est mauvaise, et pour beaucoup d'entre eux, ils n'arrivent plus à s'en sortir. Donc de toute façon, la situation est injuste. Et en fait, c'est sur ce fondement du sentiment d'injustice qui est là, qui est légitime, qu'on se dit, bon, il y a un truc qui tourne pas rond là, et en plus, l'autre, il nous méprise, il nous insulte. Parce que c'est pas juste, c'est pas uniquement injuste parce que une majorité de gens n'arrivent plus à vivre, c'est aussi parce qu'on voit, là même encore il y a 2 jours, ils vont encore baisser les APL d'un côté et de l'autre côté, c'est les députés s'auto-octroient 1 200 € d'indemnité logement, en plus des 7 000 € de salaire, d'indemnité qu'ils ont déjà. Ils mettent leur indemnité logement au niveau du SMIC, quoi. C'est-à-dire que c'est juste une indemnité qui est en plus parmi de plein leur d'autres. salaire, voilà. C'est l'équivalent d'un SMIC. Bon, non, mais évidemment, c'est une indécence absolue. Et ces gens sont vraiment totalement déconnectés et il ne faut pas s'étonner après que les gens évidemment se révoltent par rapport à ça. Surtout dans notre pays qui est quand même l'un de ceux qui a un attachement à la valeur d'égalité qui est quand même très forte et on ne supporte pas des injustices et des inégalités qui ne sont pas légitimes, qui n'ont pas de raison d'être. Puis de toute façon, de voir des SDF à tous les coins de rue, je pense que personne de normalement constitué peut vivre ça bien en fait dans la 7e ou 6e, ça change tous les semaines, mais de économie mondiale, il n'y a rien qui justifie qu'on en soit à ce niveau de pauvreté d'autant de monde. Et la pauvreté a progressé d'ailleurs en 2018 là. Ah ouais. Mais il y a un autre élément intéressant, c'est que la pauvreté donc a progressé. Il y a plus 500 000 pauvres en 2018. Et d'un autre côté, on voit que les mesures d'Emmanuel Macron qui sont censées stimuler la croissance ne servent à rien. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu une croissance aussi faible en 2017 et 2018. Donc, à un moment donné, on aimerait bien comprendre, puisque son objectif, c'est lui, c'est pas forcément le mien, mais son objectif, c'est la croissance. Très bien.
Mais son objectif, c'est surtout d'être élu, je pense. Non, mais son objectif affiché, c'est-à-dire que ce qu'il prétend, c'est de toute façon, il faut avoir la croissance pour pouvoir améliorer la situation de tout le monde. Sauf que ces mesures ne produisent même pas la croissance. Les mesures inégalitaires où ils donnent aux plus riches ne produisent même pas la croissance. Et ça, les gens en fait ont bien compris, intellectuellement ou intuitivement, que la théorie du ruissellement, alors il nous dit non, c'est pas le ruissellement, c'est le premier de cordée. Bon, c'est exactement la même chose, sauf que simplement il n'a pas compris que les premiers de cordée, ça fait quand même un bon moment qu'ils ont coupé la corde. Donc maintenant, il faut peut-être arrêter de donner à ces gens, et en tout cas, si on leur donne si on prévoit des exonérations fiscales, pourquoi pas? Moi, je ne suis pas dogmatique, mais il faut le conditionner au fait que l'argent s'investisse effectivement dans l'économie, tout simplement. Si ça s'investit, on exonère, ok, mais si vous placez l'argent, si vous spéculez dans la sphère financière, alors vous n'êtes pas exonéré et vous payez l'impôt, tout simplement. Même majoré dans ce cas-là. Oui, mais après, moi, j'ai pas de. Moi, en fait, ma philosophie, elle est simple. Les gens qui gagnent jusqu'à 5, 10, 15 000 euros par mois, ça ne pose pas de problème. Parce que ces gens vont consommer, bien souvent pour avoir ces rémunérations-là, notamment en province. C'est les gens qui travaillent 50 ou 60 heures par semaine, c'est les chefs de PME, c'est les professions libérales, etc. Donc ça ne pose aucun problème. Le problème, c'est quand on commence à avoir des rémunérations de l'ordre de 100 000, 1 million, 10 millions d'euros par mois. Bon, là, forcément, vous n'avez pas assez d'argent. Qui ne sont même pas des rémunérations pour un travail fait, qui sont faire rente, travailler l'argent, une rente, des produits de la spéculation financière et autres. Donc, exactement. Et du coup, moi, il n'y a pas de justification morale parce qu'il n'y a plus de corrélation entre le mérite et les revenus perçus. Et par ailleurs, c'est sur un plan pragmatique, économique, c'est contre-productif parce que quand vous avez des masses d'argent comme ça qui sont captées par quelques-uns, c'est beaucoup trop pour réussir à le consommer. Et donc, en fait, c'est de l'argent qui va se placer, qui va aller dormir. Et donc, c'est autant de masse d'argent qui est captée à l'économie réelle. Donc, ça fait moins de transactions. Donc, on appauvrit tout le monde, en fait, de cette manière-là. Donc, c'est parasitaire, de toute façon. Donc, au-delà de l'aspect moral, sur le plan pragmatique, votre économie fonctionne moins bien. Et d'ailleurs, il y avait eu un rapport du FMI a priori pas tout à fait une instance bolchevique, communiste, etc., qui avait expliqué que plus les riches sont riches, moins la croissance est forte. Et c'est pour cette raison-là. C'est qu'en fait, il y a une valeur où à un moment donné, vous devenez trop riche et ça devient contre-productif pour l'intérêt général et le fonctionnement de l'économie. Tu veux dire que du coup, même selon leur propre logiciel de fonctionnement, en fait, ils ont échoué. Enfin, ça marche pas quand même. Même selon leurs propres critères. C'est ça qui est dingue. Exactement. C'est qu'on a atteint un niveau d'inégalité qui est en fait trop important maintenant pour que ça puisse fonctionner. C'est-à-dire que moi, je suis partisan qu'il y ait des inégalités. Il en faut parce que vous avez des gens qui sont plus intelligents, plus travailleurs, plus courageux, tout ce que vous voulez, et que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais il faut que les inégalités, elles soient contenues dans une proportion qui reste raisonnable et qui permette quand même à chacun de vivre dignement de son travail et à chacun d'avoir un travail. Parce qu'il y a 6 millions de chômeurs et si on a autant de chômage, c'est au moins pour partie parce qu'il n'y a pas assez d'argent qui circule, donc vous n'avez pas assez de transactions. Si demain vous réinjectez de l'argent, vous avez des investissements, vous avez de la consommation, et donc vous avez l'activité des entreprises qui augmente, donc ils ont besoin d'embaucher, et donc vous réduisez le chômage. Bon, c'est le circuit c'est la théorie keynésienne, hein, tout simplement, c'est qu'à un moment donné, l'État, il intervient dans l'économie et il compense et il investit et ça permet de relancer l'activité économique. C'est vrai que même au-delà du chômage, en fait, on va peut-être revenir un petit peu à notre sujet qui était les gilets jaunes, même si clairement les raisons de la colère sont toujours là, la colère est toujours là, mais c'est vrai que ce qu'on a vu et les gens qu'on a vus dans les médias au moment des gilets jaunes, c'était pas juste des chiffres abstraits sur justement le taux de chômeurs et comment est-ce qu'on relance l'activité et comment est-ce qu'on crée de l'emploi. C'est qu'il y avait un nombre incalculable de gens, et il y a toujours un nombre incalculable de gens qui travaillent et qui sont pauvres quand même. Donc c'est surtout ça, en fait, c'est vivre dignement aussi de leur activité, quoi. Quand il y a des gens qui bossent à temps plein avec des heures supplémentaires et qui se retrouvent à découvert de 200, 300, 500, de plus en plus tous les mois, il y a quand même un sacré gros souci. Donc les gilets jaunes, est-ce que la colère, elle est toujours là? Enfin, il n'y a rien qui a été réglé de ce qui a provoqué... Non, mais pour moi, en fait, très schématiquement, il y a 3 catégories de personnes. Il y a ceux qui sont au chômage, qui aimeraient bien avoir un emploi. Il y a ceux qui ont un emploi, mais
un salaire extrêmement faible et qui sont des travailleurs pauvres pour certains ou qui vivent avec 1 200 € par mois. Bon, bah, allez-y aujourd'hui, hein, vivre avec 1 200 € par mois, c'est le montant du SMIC net. Et puis il y a même ceux qui gagnent un peu plus, mais qui en ont ras-le-bol parce qu'ils payent plein d'impôts et ils constatent qu'en contrepartie, tous les services publics du pays essentiels, hein, les hôpitaux, l'éducation, la justice, etc., sont en train de s'effondrer. Donc on se dit à un moment donné, à quoi bon payer autant d'argent si c'est pour qu'en face l'État en fait se désengage et que j'ai de moins en moins de contrepartie aux impôts que je paye. Et effectivement, on a une dynamique qui est à l'œuvre depuis des années et des années. Je parle de dynamique, c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, mais en France, on est quand même pas malheureux, regardez dans tel ou tel autre pays ». Le problème, c'est pas la pauvreté en tant que telle. Le problème, c'est l'appauvrissement. Le problème, c'est qu'on est dans une dynamique où on voit bien que c'est de pire en pire. Donc, il faut bien l'enrayer. Déjà parce que pour certains, ils en peuvent plus, ça y est. Et puis pour d'autres, même si ça va encore aujourd'hui, ça n'ira plus demain et ils veulent se battre pour leurs enfants ou petits-enfants. Donc il faut enrayer cette dynamique et pour ça, il faut rompre avec cette idée de la théorie du ruissellement et donc de donner des cadeaux aux ultra-riches. Non, ces gens-là ne servent pas à l'économie, ce sont plutôt des parasites, pas en eux-mêmes, mais compte tenu de l'utilisation qu'ils font du capital accumulé. Et puis ensuite, évidemment, il y a la question de l'Union européenne et aujourd'hui de ce carcan qui nous empêche très clairement de faire une autre politique économique. Et ça parce qu'on n'a ni la maîtrise du budget, ni de la monnaie, ni de la politique commerciale. Bon, donc en fait, l'État n'a aucun des leviers de souveraineté essentiels pour mener une véritable politique économique. Emmanuel Todd, il explique très bien ce paradoxe, c'est que le président de la République française, c'est certainement institutionnellement le chef de l'État qui est le plus puissant du monde occidental. Il est même plus puissant que le président des États-Unis. Au niveau institutionnel, parce que le président des États-Unis, il est quand même embêté, il y a des contre-pouvoirs au niveau parlementaire. Mais paradoxalement, le problème, c'est que le président de la République, en France, dans les traités européens, il ne peut strictement rien faire au niveau économique. Donc il est totalement contraint. Oui, c'est que Macron, finalement, c'est même pas qu'il ne pourrait pas remettre en cause ce que tu appelles le carcan de l'Union européenne. Bon, ça, on pourra en discuter peut-être dans une autre émission, parce que il y aurait de quoi dire. Mais c'est que ça l'arrange bien, finalement. Enfin, ils sont dans la même dynamique. Je suis d'accord, ça l'arrange bien parce que personne n'a jamais essayé, en fait, de faire autrement que ce que l'Union européenne préconise. Oui, mais ça l'arrange bien parce que c'est sa logique néolibérale. Mais si demain il voulait faire autrement, il ne pourrait pas. Emmanuel Macron, il est quand même pas complètement stupide. Moi, j'ai lu son livre Évolution et il a bien analysé que l'Union européenne dysfonctionne totalement, qu'on a des règles de fonctionnement de l'euro qui ne peuvent pas fonctionner en l'état, en particulier parce que l'Allemagne, en fait, n'est pas solidaire et j'allais dire ça fonctionne bien pour certains, oui, voilà. Oui, voilà, mais c'est ça, mais parce que l'Allemagne ne veut pas payer pour les autres. Et elle a construit un modèle d'exportation, notamment de ses voitures, qui se fait au détriment des autres pays européens, et elle ne veut pas payer pour les autres. Même dans une union politique, il faut bien être solidaire si vous voulez que ça fonctionne. Donc, pas de transfert d'argent pour l'euro. Emmanuel Macron proposait donc un budget de la zone euro. Bon, sauf que l'Allemagne lui a dit non. De la même manière, Emmanuel Macron, il a bien compris qu'il fallait un protectionnisme au niveau européen pour faire comme les États-Unis et la Chine. Sauf que l'Allemagne ne veut pas faire de protectionnisme parce qu'elle veut exporter ses voitures et ne veut pas subir des mesures de rétorsion des États-Unis et de la Chine. Donc en fait, il a bien diagnostiqué les dysfonctionnements de l'Union européenne. Le problème, c'est qu'il se fourvoie totalement sur les solutions en pensant qu'il va pouvoir convaincre l'Allemagne. En fait, son idée était de dire « je vais faire les réformes structurelles ». Il faut entendre austérité, privatisation, flexibilité du marché du travail, que l'Allemagne me réclame. Et de cette manière, je vais réintroduire de la confiance. Et donc, l'Allemagne acceptera qu'on aille plus loin dans l'intégration européenne. Il a fait les réformes structurelles. Et Angela Merkel, elle lui dit « nein » à toutes les propositions de réforme de l'Union européenne. Donc, à un moment donné, il faut acter le fait que les Allemands, ils sont Allemands et puis ils défendent leurs intérêts allemands. Mais c'est ça, il y a un moment, c'est ce que j'allais dire, il y a peut-être un moment où aussi il va falloir acter que peut-être qu'il y a certaines personnes, et peut-être Emmanuel Macron en fait partie, je ne suis même pas si sûre que cela, mais qui s'imaginent que l'Europe c'est les bisounours et que tout le monde va être solidaire. Ça fait quand même 10 ans qu'on voit ce qu'ils ont fait à la Grèce, à l'Espagne, à l'Italie, voilà. Je veux dire, il y a un moment, il va peut-être falloir acter que chaque pays a aussi des intérêts à défendre, que ce n'est pas mal de défendre les intérêts de son pays et de ces gens
gens, parce que c'est quand même ça, surtout le problème, et c'est ce qui nous ramène aussi à notre sujet finalement. Si Macron défendait l'intérêt national, notre intérêt à nous en tant que citoyens, en tant que personnes vivant en tant que peuple dans français. ce pays, tout simplement. Voilà. Mais c'est important ça parce que... Cette colère peut-être aurait pu disparaître, mais là elle est de pire en pire. Les gens... Alors, dans les chiffres, parce qu'il y a quand même eu, à la crise des Gilets jaunes, le gouvernement a quand même répondu de plusieurs manières, c'est-à-dire qu'il y a eu une tentative de contenir, en faisant comme d'habitude, en tenant le discours de mépris, en opposant les gens, en disant bon, les bouffes qui roulent au diesel et qui fument des clopes, là, ou je sais pas quoi, c'était Griveaux, enfin bon, bref, peu importe. Donc ils ont essayé de contenir avec le discours habituel d'opposer les gens les uns aux autres, ça n'a pas fonctionné. Ils ont tenté en parallèle d'empêcher les gens de s'exprimer, parce que tu parlais tout à l'heure des réseaux sociaux, je voulais quand même en parler. C'était les lois organisant la censure sur les réseaux sociaux, et notamment sur Facebook. J'ai travaillé avec Mark Zuckerberg contre la haine en ligne pour censurer les propos politiques. Bon, ça c'est un petit peu glaçant quand même. Et puis il y a eu évidemment de la répression physique, les démantèlements manu militari des ronds-points et autres. Mais du coup, il y a eu forcément... Les Gilets jaunes sont quand même moins nombreux. Hein. Je sais qu'on va dire, oui, on est au 52e week-end d'essoufflement, mais dans les faits, il y a quand même moins de monde, il y a moins de vie sur les ronds-points, il y a moins de... Voilà. Mais la colère, elle est toujours là, et limite, elle est encore plus importante qu'il y a un an. Mais visiblement, elle ne s'incarne plus dans le fait de mettre un gilet jaune et d'aller sur des ronds-points, puisque c'est plus possible du fait de ce qui s'est passé cette année. Donc, qu'est-ce que les gilets jaunes aujourd'hui ? Déjà, je crois que si les gens mettent plus le gilet jaune, ou de moins en moins, c'est tout simplement parce qu'ils en ont marre d'être pris pour cible dans les manifestations. Ils ont bien compris que dès lors que vous mettez un gilet jaune, bon, ça passe pas tout à fait inaperçu, hein, c'était le but. Vous êtes du coup extrêmement repérable et ça fait de vous une cible. Et c'est cible au sens propre, puisqu'on a vu les tirs de LBD qui se sont abattus sur les manifestants. Bon, en fait, il y a deux raisons, évidemment, au fait que la mobilisation se soit essoufflée au fil du temps. La première, c'est le phénomène d'usure et la fatigue. Hein. Les gens ne sont pas allés manifester, sacrifier tout leur samedi et ce que ça comporte au niveau de leur vie personnelle par plaisir. Donc il y a ça. Et puis ensuite, il y a la peur, évidemment, parce que la répression d'État qui s'est abattue sur le mouvement, qu'elle soit policière dans les manifestations, où des gens donc, ont perdu un œil ou une main, ou qu'elle soit judiciaire, post-manifestation où on a prononcé un nombre incroyable de peines, de prison, ferme ou avec sursis. Bon, tout ça a produit son effet, mais je pense que, comme on le disait en préalable, on a des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui ont pris conscience qu'ils étaient d'accord, qu'ils avaient une colère qu'ils partageaient. Et je pense qu'en l'état, en fait, ceux qui sont rentrés chez eux sont encore plus en colère qu'il y a un an. Et on a en quelque sorte des agents dormants et qui attendent les opportunités pour se mobiliser et à nouveau avoir un impact très fort et mener un rapport de force qui soit puissant contre le pouvoir. Et tout simplement, les gens voient que là, la forme de mobilisation tous les samedis produit plus que ça a pu produire à un moment. Et je crois que notamment la journée d'appel à la grève du 5 décembre, où il y a les transports, que ce soit la RATP, la SNCF ou les transports routiers qui se mettent en grève et qui appellent à la grève illimitée, je pense qu'effectivement, si ça devait prendre, et si les gens viennent en soutien massif, moi j'espère que ce sera le cas, que tous les foyers de contestation aujourd'hui qui existent dans la société, donc ça dépasse le gilet jaune aujourd'hui, peu importe, gilet jaune, pas de gilet, ou un gilet rose, vert, bleu, vous mettez ce que vous voulez, mais il faut que tous les foyers de contestation, les enseignants, les pompiers, les personnels soignants, etc., les avocats. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que tout le monde a une bonne raison d'être en colère contre Emmanuel Macron, notamment pour ce qui concerne la réforme des retraites. Donc j'espère, moi, que le plus grand nombre de citoyens va se mobiliser pour venir en appui le 5 décembre à ces secteurs stratégiques, parce que tout le monde sait bien que si ceux-là se mettent en grève et qu'ils la tiennent, ils ont véritablement les moyens de bloquer l'économie du pays. Donc mais en revanche, il faut qu'ils se sentent soutenus. Donc voilà, on a là une opportunité, il y a une fenêtre de tir
Et je crois qu'il faut essayer de ne pas la rater. Tu penses que c'est en agglomérant toutes les colères sectorielles, justement, et en appelant à agglomérer la colère des enseignants, la colère des pompiers, la colère des policiers, la colère de... Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, en fait, dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est que, justement, c'était bien au-delà de tout ça. C'était des choses qui nous étaient communes à tous, en fait, la difficulté à vivre. Et je pense... Là, je pense qu'on va être en désaccord sur l'analyse, mais je pense que vraiment... Là, je suis d'accord pour l'instant. D'accord. Mais le fait, justement, d'appeler en catégorisant les gens... Moi, j'appelle les citoyens, justement. Les uns les autres. Moi, j'appelle le peuple. Oui, mais à soutenir la grève des routiers et des transports, etc. Je ne dis pas que c'est pas justifié ou quoi, mais c'est que c'est déjà tellement la merde. Comment tu veux que les gens ils se disent maintenant je vais me bouger pour aller soutenir d'autres catégories de gens pour soutenir leur lutte à eux. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qu'il y avait de... Mais c'est pas ça. Parce que là, ils se mobilisent contre la réforme des retraites. Alors, moi j'ai un point de désaccord fondamental avec ma profession d'avocat qui se bat pour sauver son régime spécial. Moi, c'est pas du tout mon mot d'ordre. Moi, je suis contre cette réforme des retraites. En général, parce qu'elle est injuste pour tout le monde. Donc effectivement, moi je m'inscris dans un mot d'ordre qui est absolument commun à tous les citoyens. On doit lutter contre cette réforme des retraites et plus largement lutter contre ces politiques néolibérales. Oui, mais s'inscrire dans un... Pardon, je te laisse terminer. Mais en fait, je pense simplement que chacun se mobilise en fonction de considérations qui sont personnelles. Dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est les salariés qui réclamaient quand même un salaire plus important. C'est les retraités qui contestaient l'augmentation de la CSG. Bon, il y avait donc ça s'agglomérait aussi. Simplement, effectivement, tout le monde avait bien compris que déjà on était fort collectivement. Donc on avait un intérêt à s'unir tous ensemble et on pouvait avoir des mots d'ordre qui étaient communs. Et donc dénoncer l'injustice fiscale et sociale, dénoncer la politique au bénéfice des ultra-riches, etc. Et je pense que de la même manière, les enseignants, les pompiers, etc., enfin tous ces foyers de contestation, ils peuvent se fédérer sur des mots d'ordre communs. Et là, le mot d'ordre commun, c'est simplement, on ne veut pas de votre réforme des retraites. Oui, mais tu vois, là où l'année dernière... C'était pas juste la taxe sur le carburant, il y avait aussi quelque chose de il y avait quelque chose de porteur d'espoir. C'était si tu veux que ça change en fait, mais si tu veux que ta vie elle puisse changer, tu viens le 17 novembre et là j'ai quand même l'impression que est-ce que c'est pas finalement essayer de refaire les Gilets jaunes alors que ça s'est fait une fois de fait, on peut pas rejouer le match, on peut pas refaire l'histoire tout le temps et en même temps, est-ce que c'est pas aussi ce que font les partis et les organisations traditionnelles d'opposition? Les syndicats se mobilisent contre la réforme des retraites depuis 20 ans. Les organisations politiques aussi se mobilisent contre les réformes du gouvernement depuis 20 ans. Et est-ce que finalement adopter ce jargon, ce vocabulaire, ce lexique-là, qui est finalement celui qu'on entend toujours et qui n'a pas fonctionné puisque ça fait que finalement, tu te définis en opposition à une réforme et de fait, tu peux pas gagner le débat. T'es pas sur ton terrain. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si tu te bouges pour quelque chose, pour de meilleures conditions de vie, pour vivre une vie décente et digne, là, tout de suite, tu vois, c'est pas la même chose que ça t'évoque, quoi. Mais moi, je suis tout à fait d'accord en fait avec ça. Déjà, il faut quand même rappeler qu'en 95. La mobilisation sociale, elle a réussi à bloquer la réforme des retraites que voulait faire passer Juppé. Il y a une question d'opportunité avec le 5 décembre. En 2003, en 2010... C'est clair, ça fait un bon moment qu'après les échecs se sont succédés. Hein. Ça avait une évidence. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une question d'opportunité. On sait très bien que quand les avocats font grève, bon, globalement, l'effet de nuisance, il est quand même zéro, hein, si ce n'est pour nos clients. Dans les zones qui sont pénalisés. Bon, donc, alors qu'à l'inverse, quand c'est les transports qui se mettent en grève, on sait que là, véritablement, il peut y avoir un effet de nuisance. Donc, c'est vraiment une décision d'opportunité. Maintenant, je suis tout à fait d'accord sur le fait que si le mot d'ordre, c'est que la réforme des retraites, ça va pas. Ça, c'est la technique effectivement des syndicats. C'est bien pour ça que j'ai écrit le manifeste, pour essayer de défendre ce qu'est le mouvement des Gilets jaunes, les revendications et l'idéal qui est poursuivi. C'est que ce sont ces mots d'ordre-là, ceux qui ont été défendus par le mouvement des Gilets jaunes, dont chacun doit s'emparer
peu importe d'où il vient, etc. Alors il aura ses revendications propres catégorielles, mais il comprendra qu'effectivement il y a un idéal supérieur qui nous dépasse tous et qui fait qu'on a intérêt à tous s'unir. Donc je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut avoir un discours beaucoup plus large, beaucoup plus ambitieux et positif en fait, pour choisir ses mots et comment dire, donner une espérance. Effectivement, ça a été très puissant dans le mouvement, c'est l'espoir que demain les choses changent. Et l'un des principaux ennemis, en fait, c'est le fatalisme, c'est la résignation. Donc je suis assez d'accord sur le discours. Après, il y a une question d'opportunité, de stratégie politique. C'est-à-dire que des fenêtres de tir comme ça, on n'en a pas 150. Pour une fois, ils ont réussi à envoyer un mot d'ordre de grève illimité. Hein. Ça fait quand même des années que les syndicats ils appellent à une journée par-ci, une journée par-là. Bon, enfin là, déjà... Et ça fait chier tout le monde. Et oui, et ben oui. Donc là, enfin, ils ont réussi à avoir un mot d'ordre de grève illimité. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Est-ce que je sais pas, tu vois, mais tu dis, enfin, il faut que aller soutenir les enseignants, les pompiers, etc. Je pense que dans l'idée, les gens vont les soutenir. Mais en attendant, ils n'auront pas de train, ils n'auront pas de bus, ils n'auront pas de métro s'ils habitent à Paris. Quoi. Et ça va leur casser les... Voilà. Non, mais les choses... Et puis, les autres, ils prendront leur voiture pour aller au boulot parce qu'il faut bouffer. Et voilà, enfin, c'est... Pour moi, en tout cas, enfin, cette stratégie-là, après, je suis contre la réforme des retraites. Hein, tu vois ce que je veux dire, enfin, la réforme qu'ils sont en train de nous préparer, c'est hallucinant. Mais est-ce que tenter de refaire le match gilet jaune un an après, alors que justement, ce que tu disais, enfin, tu vois, le pouvoir a imposé un récit finalement vis-à-vis des gilets jaunes, est-ce que ça va pas déjà exclure de fait plein de monde? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose en fait? Plutôt que d'essayer de retrouver... Les gens, ils se sont déjà finalement approprié ce qu'ils avaient à s'approprier. Ils se sont déjà reconnus. Il n'y aura pas de retour en arrière là-dessus. C'est clair? Non, mais déjà, c'est pas refaire le match parce que les gilets jaunes, justement, ils n'ont jamais réussi à faire la grève. Ils ont manifesté, ils étaient sur un point, ensuite ils ont manifesté. Donc là, c'est un autre moyen. Et en fait, c'est le seul. C'est le seul. C'est-à-dire, moi, j'aimerais bien qu'il en existe d'autres. Hein. Je veux dire, vu le caractère aléatoire et la complexité d'arriver à ce qui est vraiment une grève qui paralyse le pays, l'économie du pays, j'aimerais bien qu'il y ait d'autres moyens. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'aller manifester, François Fillon, là, il a dit il y a peu que finalement Emmanuel Macron, c'est un petit jeu parce que lui, il a mis 2,5 millions de personnes dans la rue. Bon. Voilà, il s'en moque en fait de savoir combien il y a de personnes. Ce qui compte, in fine, c'est la grève. Donc c'est soit la grève qui permet de bloquer le pays et alors là on fait reculer parce qu'on gagne le rapport de force, soit sinon on attend 2022. Mais il y avait l'opportunité de ça il y a un an. Il y avait l'opportunité pour le coup d'appeler à une grève générale qui aurait pu fonctionner. Non mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Il y avait l'opportunité il y a un an. Oui. Les syndicats ne l'ont pas fait. Les syndicats ne se sont pas mis du côté des gens qui sont censés défendre. Comment tu veux que là, les gens qu'on a laissé tomber depuis des années, qui entendent le même discours depuis des années, là, répondent à l'appel en se disant oh bah oui c'est important, je vais soutenir la grève des cheminots. Tu vois ce que je veux dire? C'est... Et ben, moi ça me paraît illusoire. J'aimerais bien, tu vois, dans un monde idéal, évidemment que j'aimerais bien que voilà, on paralyse l'économie et Macron cède et même il s'en va et on met quelqu'un d'autre et il fait une politique de redistribution voilà, plus juste, plus équitable et tout le monde peut vivre dignement et envoyer ses gosses en colonie de vacances. Mais dans les faits, ça n'arrivera pas. Oui, mais c'est de ça dont il faut sortir. Il faut sortir de tenir sur le fait de tenir les comptabilités, de savoir qui s'est mobilisé ou qui s'était pas mobilisé, etc. Quand le mouvement des Gilets jaunes il a surgi et qu'on a discuté avec les syndicats, il y avait des syndicalistes qui, j'ai fait des réunions avec eux, qui nous disaient ouais mais vous étiez où vous en 2016 pendant la loi travail et machin, etc. Bon, moi je leur ai dit ok on arrive plus tard que vous, d'accord. Alors maintenant on fait quoi? Parce que nous on n'était pas avec vous, vous n'allez pas venir et comme ça on est tous les deux perdants? Ou est-ce qu'à un moment donné on s'unit et on se dit bah oui c'est vrai, nous on est arrivé plus tard que vous et peut-être même qu'on était opposés à vous il y a 2 ans. Et ben on a changé et donc maintenant on a un intérêt commun à faire front ensemble. Mais dans ce sens-là ça aurait été le truc qui devait fonctionner, c'est-à-dire que les syndicats rejoignent le peuple. C'est la base en fait, c'est ce qui doit se passer normalement. Ils ne l'ont pas fait. Ouais. Le peuple n'a pas à aller derrière des syndicats auxquels il ne fait pas forcément confiance. Mais moi ou des organisations d'opposition, peu importe. En fait, les syndicats ou les partis politiques m'importent peu. Ouais. Je me dis juste que... Oui, mais l'appel à la grève, il faut bien que le préavis soit déposé par des organisations syndicales. Alors pour le public, parce que dans le privé, en fait, on peut se mettre en grève sans les préavis des syndicats. Les salariés du privé, ils ne le savent pas. Il y a des conditions, etc. Il faut être au moins 2, il faut avoir des revendications, etc.
J'avais diffusé justement une fiche sur ma page Facebook au moment où j'avais lancé l'appel à la grève générale pour que les gens sachent que dans le privé, on peut se mettre en grève sans le préavis des syndicats. Mais là, on a cette opportunité. Alors, tentons-la parce que franchement, si ça prend, si la grève est suivie, alors, je veux dire, en fait, moi, encore une fois, j'aimerais bien qu'il y ait un autre moyen. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas, donc ça veut dire qu'il faut attendre 2022. Bon, il y a des gens qui ont envie que ça bouge maintenant. Moi, le premier, j'ai envie de faire barrage à la réforme des retraites. J'ai envie surtout aussi d'empêcher les privatisations qui se font à tour de bras. Donc, pour ça, c'est la grève. Donc, c'est pas juste des privatisations, c'est qu'il est littéralement en train de vendre la France par petits bouts. Exactement. Et donc, du coup, tentons le coup. Je suis sûr, il y a plein de gens là qui ont envie de ressortir. Mais il faut que ça ait un impact. Et donc, on sait que si la grève prend dans le secteur des transports, ça aura un impact. Donc, tantôt le coup, qu'est-ce qu'on perd? Moi, j'avais fait l'appel à la grève générale à compter du 5 février. Ça n'a pas marché. Bon, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'on a perdu? Non, mais on n'y perd rien. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est juste que j'ai du mal à envisager, tu vois, le chauffeur Uber qui en a autant ras le cul que toi et moi de la politique de Macron, qui va se dire oh, bah oui, je vais me mettre en grève. Il va se mettre en grève auprès de qui? Il est auto-entrepreneur. Il n'y a pas besoin de tout le monde de toute façon. Non, il n'y a pas besoin de tout le monde, mais enfin bon, il y a quand même besoin qu'il y ait un minimum de trucs qui soient bloqués. Et justement, enfin, l'idée des Gilets jaunes, c'est d'aller manifester le samedi pour pas à la fois perdre des journées de salaire qui comptent, parce que quand tu es à 1200 balles par mois, bah, tu es à 10 balles près et tu es à une journée de travail près. Et aussi parce que dans le privé, contrairement justement au fait que dans le public, bon, tu peux faire grève, ton droit de grève est respecté parce que tu peux pas être viré juste comme ça. Par contre, dans le privé, bah, vas-y, mets-toi en grève avec ton collègue dans ton entreprise. Tu vois ce que je veux dire? Et vois les conséquences. Tu vois, c'est ça qui est compliqué. Et du coup, j'ai du mal à voir, tu vois, tous ces gens qui ne sont pas littéralement des fonctionnaires ou des salariés du service public, j'ai du mal à les envisager se dire ouais, allez, je vais me mettre en grève pour aller soutenir les cheminots qui me font chier toutes les semaines parce qu'ils sont en grève toutes les semaines. Je dis pas que c'est ce que je pense, hein, tu vois. Mais c'est juste, j'ai du mal à envisager les choses se faire comme ça. Mais si les gens se disent que c'est pour aller soutenir les cheminots, machin, ça marchera pas, c'est évident. C'est pas du tout le mot d'ordre. Le but n'est pas de dire on vient vous soutenir pour vos revendications. C'est on fait une alliance stratégique d'opportunités parce qu'on a tous un intérêt à lutter contre cette réforme des retraites et plus généralement à briser le quinquennat d'Emmanuel Macron. On a cet intérêt. Et comme on sait que si vous entrez vraiment dans une grève dure et que vous la réussissez, alors ça va produire un impact, eh ben, on vient avec vous pour montrer, enfin, on se mobilise tous ensemble. Voilà, il n'y a pas de. C'est évident que je ne demande pas aux retraités d'aller se mobiliser pour le cheminot ou je ne sais qui. Chacun défend quand même ses revendications, mais en fait, encore une fois, on est 99% à avoir un intérêt à un changement de politique et déjà à briser le quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc l'empêcher de continuer sa marche en avant des réformes. Le 5 décembre, nous donnera la réponse de toute façon. Mais on verra, quelle qu'elle soit. Moi, j'y crois, je veux y croire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui véritablement cherchent les moyens de se mobiliser. Et de toute façon, moi, ça fait bien longtemps, dès le début du mouvement, j'avais expliqué que par les seules manifestations, on n'obtiendrait rien. Et que la seule manière, c'était la grève. Parce qu'en fait, en dernière instance, Emmanuel Macron, il répond à ceux qui ont financé sa campagne, c'est-à-dire les très très riches. Et les très très riches, tout simplement, ils veulent gagner de l'argent. Donc si vous commencez à bloquer leur production et le fonctionnement de l'économie, là, vous allez commencer à les embêter. Et on est d'accord, sauf que, enfin, encore une fois, moi sur la question de la grève, je pense qu'il y a énormément de gens dans ce pays qui ne peuvent pas se permettre de se mettre en grève. Ou qui n'ont pas cette possibilité, cette éventualité... cette éventualité là, enfin, ne leur vient même pas à l'esprit parce que pour eux, enfin, c'est plus concevable en fait. On est dans un monde où ce genre de. C'est pas grave. Le but n'est pas que tout le monde se mette en grève. En fait, on s'en moque. Le but n'est pas que tout le monde soit en grève. Le but est que les secteurs stratégiques soient en grève, mais que ces secteurs stratégiques-là sentent qu'ils sont massivement soutenus. Ce qu'a fait la force du mouvement, effectivement, il n'y a jamais eu 10 millions de personnes dans la rue. Ce qu'a fait la force du mouvement, c'est qu'en fait, il y avait 75 à 80% de soutien. Oui. Pendant des semaines et des semaines, ça a été hyper soutenu. Et en fait, sur les revendications
sur la liste de bah oui, ça je suis d'accord avec, ça je suis d'accord avec. Et du coup, en fait, c'est d'arriver après la même chose pour les secteurs là, des transports qui se mettent en grève, c'est juste qu'ils se sentent soutenus, massivement soutenus. Donc, je ne sais pas s'il faudrait faire ça le 5 ou à une autre date, mais ce serait bien qu'on arrive à faire une manifestation où il y a vraiment des millions de personnes pour que ces secteurs des transports se rendent compte qu'ils sont soutenus. En fait, c'est ça d'arriver, c'est qu'au moins il y ait une alliance dans le soutien par rapport au combat. Et après, chacun fait comme il peut, hein. Tout le monde ne peut pas se mettre en grève, c'est clair. Et puis, d'ailleurs, il faut être malin, hein. Il y en a qui peuvent ne pas se mettre en grève pour pouvoir justement contribuer un peu s'ils peuvent et être solidaires avec les autres. Enfin, bon, on peut tout envisager. Oui, mais, tu vois, est-ce que ce discours-là, en fait, c'est pas exactement, enfin, je reviens là-dessus, mais est-ce que c'est pas exactement ce qu'on nous dit, de ce que les organisations politiques, syndicales nous disent depuis des années, où au final, tu as quand même une majorité de gens dans ce pays qui vont, à qui on va dire, qui vont s'entendre dire, en fait, vas-y, va soutenir telle lutte, machin, on se bat pour toi, on fait grève pour toi, on fait grève pour tes enfants, nanana. Et au final, eux, ils se disent, mais qui me soutient, moi? Qui me soutient à la fin du mois, tu vois, quand il me reste 10 euros pour payer les factures et payer des fournitures scolaires, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais je suis pas du tout d'accord, parce que justement, les mouvements des Gilets jaunes, pour tous ceux qui sont mobilisés, on est sortis de ça. On est sortis pour les Gilets jaunes, ils ont dépassé, c'est ce que tu disais, ils ont dépassé leurs revendications personnelles pour comprendre qu'en fait, ils poursuivaient tous un idéal commun. Oui, mais sauf que là, de fait, c'est quoi le... Mais c'est toujours le même. Le message ne changera plus pour les Gilets jaunes. Du coup, tu dis que ça n'a pas changé, tu vois, entre ce qu'il y avait le 17, le 24 novembre et maintenant. Non. Mais du coup, pourquoi il n'y a plus 80% de gens qui soutiennent les Gilets jaunes aujourd'hui? Mais ça a changé de fait. Non, et c'est pas grave, il faut juste en prendre acte et avancer, tu vois. Non. Ça a changé pour une seule et unique raison, la violence. C'est tout. C'est pour ça que la grève... Mais donc ça a changé. Mais oui, sauf que du coup, les gens seraient... D'ailleurs, ça a changé parce qu'en fait, les organismes de sondage posaient la question, posaient plus qu'une seule question, et c'était une question qui englobait la forme de mobilisation. Alors qu'au départ, ils distinguaient entre la forme de mobilisation, juste est-ce que vous soutenez les revendications. Et donc, quand ils posaient la question que sur les revendications, il y avait toujours 75 ou 80% d'approbation. Donc, ce consensus assez large qu'on a obtenu sur les idées, lui, il est toujours là, il est toujours présent. Les gens ne veulent pas de la violence. Eh ben, les manifestations produisent la violence, en tout cas les manifestations telles qu'on les a faites dans le mouvement. Donc là, c'est un autre moyen, c'est la grève. Donc si on arrive à inscrire que cette grève, le mot d'ordre, c'est les revendications, les mêmes revendications que les Gilets jaunes, alors on va pouvoir arriver à fédérer massivement et à ce qu'au moins ce mouvement-là de combat soit soutenu. Moi, véritablement, c'est juste une autre forme de combat. Mais le socle idéologique, l'idéal qui est poursuivi, et encore une fois, c'est l'objectif du manifeste, c'est de donner à comprendre qu'on veut redonner corps à la devise nationale, liberté, égalité, fraternité, et que, encore une fois, il faut avoir un changement de politique dans ce pays, et que tout le monde est concerné. Là-dessus, on va être complètement d'accord. Les Gilets jaunes, maintenant, comment dire, je ne crois pas du tout qu'ils vont dire on va pas aller soutenir un tel parce qu'eux ils se battent pour ça. Non, ils ont bien compris que là, eux, on va aller les soutenir parce que... Mais d'ailleurs, c'est pas les soutenir, on va juste montrer qu'on est avec eux, qu'on se mobilise avec eux. La preuve, les Gilets jaunes là, ils ont manifesté avec les pompiers. Il y en a d'autres même qui sont allés manifester avec les policiers. Vu le contexte, ça dit vraiment qu'ils comprennent qu'il faut arriver à essayer d'agglomérer et que la mayonnaise prenne. Le truc en fait, c'est que j'ai l'impression que le mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui, c'est pas qu'il veut plus rien dire ou que les gens ne sont plus d'accord avec les revendications qui étaient là il y a un an. Je pense juste que c'est un mouvement qui a été tellement utilisé, tellement déchiré. Tu sais, il y a eu tellement de gens qui ont essayé de reprendre ce truc-là pour eux, qu'au final, à force qu'il y ait 50 000 personnes qui tirent sur la même couverture pour la tirer sur eux, le truc explose et il reste effectivement un noyau dur de gens très engagés qui vont continuer à aller tous les samedis à Paris ou à Toulouse ou dans la grande ville où se passe la manifestation. Mais je veux dire, les autres gens ne peuvent plus continuer comme ça. S'ils se sont mobilisés de base, c'est parce qu'ils avaient l'espoir que les choses elles changent assez vite. Ouais. Et honnêtement, je pense que leur dire
maintenant il faut faire grève, je pense que ce serait un retour en Mais arrière. encore Pour une fois, moi, je c'est leur un dis- retour en arrière sur les Non, mais moyens d'action. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais je leur dis pas de faire grève. Le sujet n'est pas de faire grève. Le sujet est encore une fois, si les avocats ils font grève, ça n'a aucun pouvoir de nuisance. Donc, moi, je suis le premier à dire qu'avec mon frère, quand il parle de la grève, écoutez, franchement, ça sert à rien. Les policiers n'ont pas le droit. Les médecins, déontologiquement, ils vont plus ou moins dire qu'ils font grève, mais en vrai, ils continueront de soigner les gens. Ils ont beaucoup de boulot. Mais c'est bien pour ça qu'il y a très peu de secteurs qui sont stratégiques et que les transports en font partie. Et que si eux arrivent à faire une grève dure, ça peut là produire un très très gros impact. Tu vois, tu as bien vu que cette année, c'est le récit qui a été porté autour des Gilets jaunes qui a fait que le soutien au mouvement, pas aux revendications, mais au mouvement a considérablement baissé. C'est le récit qui a été porté par les médias, par les politiques, etc. Tu es bien conscient que sur une grève des transports, il va y avoir un récit beaucoup plus violent parce qu'il est installé depuis une bonne vingtaine d'années, tu vois, sur les méchants qui font grève, qui bloquent les pauvres usagers qui vont au travail, etc. Ce qui est pas tout à fait faux d'ailleurs, hein, tu vois. Enfin bon, je veux dire, ça emmerde les gens de fait quand il n'y a pas de train. Mais du coup, pourquoi est-ce que ce coup-ci, il s'abstiendrait de porter un récit au moins aussi violent, puisque en plus le récit il est déjà installé pour la plupart des gens. Les fonctionnaires ils sont encore en grève, quoi. Fait chier, moi je peux pas faire grève, je vais au boulot. Et peut-être parce que cette fois-ci, il y a beaucoup de gilets jaunes qui iront avec eux et que du coup ça transcendra le discours simplement sur les transports et que les ministres diront ah oui mais là quand même il y a des milliers, des centaines de milliers, peut-être des millions de personnes qui sont là et ça dépasse en fait, ça déborde totalement les transports. Il faut effectivement que s'il y a qu'eux qui se mobilisent, oui, je pense que ça va être très compliqué. Mais si c'est le peuple, parce que pour moi, gilet jaune égale peuple, hein, donc finalement, peu importe gilet jaune ou pas, mais si c'est le peuple, si c'est au sens où c'est plein de catégories socio-professionnelles différentes qui se mobilisent et qui viennent soutenir, pas forcément en faisant grève, mais au moins en venant soutenir, en venant manifester, alors là, il y a une chance véritablement qu'on gagne justement la bataille de l'opinion publique. Donc on peut gagner grâce aux manifestations? Oui, mais les manifestations, c'est un moyen de parler à l'opinion publique. Et les médias l'ont bien compris, c'est pour ça qu'ils s'appliquent toujours à essayer de discréditer, à ne pas parler des mots d'ordre qui sont donnés en manifestation. Bon, c'est clair, c'est même pour ça qu'on a les réseaux sociaux et qu'on essaye de diffuser nos propres messages. Mais les manifestations servent à ça. Mais après, pour gagner, oui, il faut la grève. Il faut la grève. Parce que mais j'aimerais bien qu'il y ait un autre moyen. À chaque fois, mais en fait, moi je suis vraiment pas d'accord avec toi en fait. C'est pas tant qu'il faut la grève en fait. Mais quel autre moyen pour gagner dans l'immédiat? Il n'y en a pas. Pour gagner dans l'immédiat, Ouais. Il faut qu'il y ait des gens au pouvoir qui soient prêts à entendre et à écouter. Il faut qu'il y ait des gens, des représentants dignes de ce nom. Donc il n'y en a pas. Ouais, donc il mais- n'y a pas de moyen. Le problème est là, c'est que je veux dire, pour Bah là, avoir moi, la un seule changement- voie que je verrais, ce serait des élections, mais qui? Mais non, mais des élections, c'est dans 3 ans. Il y a des gens, ils n'ont pas envie d'attendre 3 Ah ans. bah non, c'est clair. Bah voilà. Bah donc il n'y a pas d'autre moyen que la grève. C'est ça le problème. C'est qu'en l'état, Macron ne changera pas de politique. Donc s'il n'y a pas à un moment donné une paralysie de Mais l'économie la du pays, grève ne fera pas obtenir le RIC. Mais- La grève ne foutra pas Macron dehors, concrètement. Non, mais il va rester. Hein. Et non. puis il va envoyer les policiers, il va. mais il peut pas. gazer. Sur une grève, il peut pas. Les gens, ils travaillent pas. On peut pas. Mais ils vont manifester. Mais S'ils vont oui, manifester. mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de bloquer dans les transports. Si les transports sont bloqués, et les transports sont bloqués parce que les gens ne travaillent pas. Mais ils sont bloqués toutes les semaines, les transports. Hein. Non, mais là, ils seraient vraiment bloqués pour le coup. Donc, ça change totalement. Mais de toute façon, c'est une vision très pessimiste que tu as parce que et Non, surtout, je titille un peu, mais. et Je me fais stratégiquement, l'avocat du diable. non mais après, il est évident que considérer, dire, la plus grande probabilité aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait pas qu'aucune grève ne prenne, que Emmanuel Macron il continue ses réformes, fait ses privatisations, et puis il est même réélu en 2022, et puis il va encore plus loin. À ce rythme-là, il va être élu en 2022. Voilà, exactement. Exactement. Donc si on fait rien, c'est ce qui risque très fortement de se produire. Donc c'est pour ça qu'il faut tenter, quand les opportunités se présentent, et les fenêtres de tir sont pas si nombreuses que ça, d'y aller et de gagner.
Après, tu vois, peut-être que c'est parce que j'ai eu à titre personnel, enfin je sais pas quelle est ton histoire politique, mais j'ai eu à titre personnel un engagement militant. Et ce discours que tu tiens, je l'ai tenu pendant très longtemps. Tu vois, il faut vraiment soutenir les trucs. Il n'y a que par la grève qu'on peut pousser le gouvernement. Même en 1936, tu vois, même avec un gouvernement qui était prêt à faire des réformes qui allaient dans le bon sens pour la majorité, il a fallu faire une grève générale pour pouvoir obtenir des avancées sociales. Je l'ai tenu ce discours-là. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais moi-même dans une bulle, tu vois. J'étais dans un... C'est pas un délire, parce que ça a été vrai dans l'histoire. Mais disons que... Enfin, pour moi, ça, tu vois, c'est essayer de rejouer l'histoire. C'est essayer de... Tu vois, en fait, on se comprend pas. Moi, je dis pas que la grève est le... Je dis que la grève est le seul moyen pour essayer, là, dans le temps du quinquennat, de mener un rapport de force et de briser le quinquennat. Mais après, évidemment qu'il y a l'autre possibilité, c'est qu'il y ait une force électorale qui essaye vraiment de répondre aux aspirations du peuple, qui arrive à accéder au pouvoir. Donc en France, ce sera en 2022. Il y a ces deux moyens-là, mais disons qu'il y a un moyen qui est plus urgent, qui est plus immédiat, et puis il y en a un autre dont on sait que l'horizon c'est 3 ans et que ça va être très compliqué. Parce qu'évidemment, on va pas avoir les médias avec nous pour nous soutenir, etc. Même s'il y a un an, ils ont quand même bien flippé à l'Élysée quand même. Ben oui. Parce qu'ils se sont dit, oulala, est-ce que ça va tenir encore 4 ans? Enfin, est-ce que ça va tenir encore jusqu'à 2022? Bien sûr. Parce que c'est ça. Mais donc, du coup... Donc un truc qui les ferait vraiment flipper, en fait, c'est pas une énième grève des transports. C'est quelque chose qui vient du peuple, qui est incontrôlable, qui est imprévisible et qui vient, tu vois, oui, de nulle part. Là, ça leur a fait peur. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que tu l'as dit, tu vas pas avoir un autre mouvement qui va rejaillir là dans 3 mois. Hein. Mais absolument. Du coup, c'est pour ça que là, à ce stade, ce qu'il faut, c'est que tous ces gens qui se sont reconnus dans les Gilets jaunes et qui se reconnaissent toujours dans les revendications des Gilets jaunes, qui veulent encore que ça change, il faut qu'ils aient une perspective. C'est ça. Pour moi, c'est la seule chose qui va les faire trembler. Mais alors, tu vois, là, tu as la position qui... C'est pas une grève générale que je combats en permanence. Rien ne s'oppose à rien. Il n'y a pas un moyen d'action qui s'oppose à un autre. On peut tout faire. J'ai pas dit ça. On peut tout tenter. Non, mais on peut tout tenter tout le temps. Donc là, on tente la grève le 5 décembre. Moi, j'espère que ça va prendre parce que ce serait vraiment moyen de briser le quinquennat et d'empêcher les privatisations. Mais on travaille sur la plateforme à politiser les gens au maximum avec la ligne jaune en faisant le RIC numérique. Donc on prépare 2022 en fait pour essayer de modifier au maximum les conditions de l'électorat pour que demain les gens ne votent pas pour un tel ou un tel parce qu'il est jeune et dynamique par exemple, mais sur véritablement des critères qui soient pertinents. Donc il faut qu'on travaille à tout. Et dans le mouvement des Gilets jaunes, en réalité, il y a eu plein d'actions différentes. Il y a des gens qui ont bloqué donc les centres commerciaux, il y a eu des blocages de raffineries, il y a eu des blocages de routes, des ronds-points, etc. Bon, en fait, ce qu'a fait la force du mouvement aussi, c'est que c'était très protéiforme et que chacun décidait d'action, ils se mettaient ensemble, etc. Mais je pense qu'en fait, il faut continuer comme ça. C'est-à-dire que chacun essaye de prendre des initiatives selon ce qu'il pense être efficace et puis on avance tous ensemble de cette manière-là. Voilà, mais il est certain, moi en tout cas c'est ce que j'ai dit depuis le début, si vous voulez briser le quinquennat Macron maintenant, là, et pas attendre les élections, il n'y aura que la grève qui en dernière instance pourra marcher, pour une raison simple, c'est que les blocages, il y en a eu, le problème c'est que les blocages c'est illégal. Et donc les gens se font déloger, c'est-à-dire que les blocages de raffinerie ça n'a jamais tenu plus de 24 heures. Donc en fait on n'arrive jamais à produire un effet... Ils ne sont pas toujours délogés. Alors, à Châtelet, la ZAD, elle a tenu. Ils sont partis tous seuls. Mais parce que ça dérange personne, si ce n'est les automobilistes de Paris. Bon, comme déjà on a envie d'exclure les voitures de Paris, bon, ça pose pas grand problème. Si vous bloquez une raffinerie demain, vous allez voir que vous la tenez pas, généralement vous la tenez pas plus de 2 ou 3 heures. Après, par contre, si tu veux bloquer le train Perpignan-Rungis, tu peux plus, parce qu'il n'existe plus. Oui, bah peut-être non, mais je sais pas, ça peut être le mot de la fin. Hein, ceci dit, je suis pas là pour te dire t'as tort ou quoi que ce soit. C'est vraiment, voilà, peut-être que t'as raison là-dessus. On a chacun un rôle à jouer, on a chacun des moyens, des visions aussi différentes de ce qu'il faudrait faire. Moi, c'est vrai que mon expérience perso fait que, tu vois, je suis peut-être moins réceptive à ce dont tu parles là. Que j'aurais pu l'être il y a quelques années, mais t'es peut-être éveillé trop tôt. Je suis peut-être trop naïf, mais t'étais peut-être éveillé trop tôt. Non, mais éveillé à un moment, il y avait trop de gens qui dormaient, et finalement, les gens comme toi qui étaient réveillés, ce qui n'était pas mon cas, a priori, à l'époque,
Je pense que vous n'étiez pas assez nombreuses. Peut-être en 2007, on se serait engueulé. Ah, mais ça aurait été utile, tu c'est vois. absolument certain, parce que j'avais voté Nicolas Sarkozy, donc il est à peu près sûr que... ça serait sûrement engueulé. Voilà. Mais moi, j'ai pas mais peine à le dire. C'était déjà un vote par défaut aussi pour moi, tu sais, en 2007. Bon, à l'époque, de toute façon, on pouvait que voter par défaut, a priori. Mais moi, j'ai pas honte de le dire, j'étais dans le coma politique, c'est clair, j'étais totalement endormi. Et vraiment, s'il y a un avant et un après dans le mouvement des Gilets jaunes, ce qui est très puissant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont réveillés. C'est-à-dire que du coup, l'état de la société n'est pas exactement le même qu'avant. Donc, des initiatives qui ont pu échouer hier peuvent fonctionner demain parce qu'en fait, il y a un effet d'entraînement où il y a des gens qui pensent plus du tout de la même manière. Le paradigme a changé. Là, je te rejoins complètement. Et pour moi, c'est ça, en fait, le truc que les Gilets jaunes ont apporté. Pour moi, c'est ça. Et vraiment, ça a été quelque chose d'énorme. C'est ça, les gens, ils vont pas se rendormir là. Ça a changé quelque chose, pas dans les faits, effectivement, ouais, on n'a rien obtenu de concret, on n'a pas obtenu le RIC, on n'a pas obtenu l'augmentation du SMIC, ou des salaires ou des machins, mais il y a eu un tournant dans les têtes. Ce que je dis, c'est la révolution est faite dans les esprits. Pour moi, voilà. Et en référence, les gens parlaient de 1789, donc ils ont le mot révolution. Ouais, après les gens parlaient de 1789. En vrai, si tu regardes, les mouvements des Gilets jaunes ressemblent peut-être plus, après on va extrapoler un peu, mais peut-être plus aux émeutes, tu vois, contre l'augmentation du prix du pain, que à justement la traduction politique qui a vraiment été la révolution. Sinon, s'il n'y avait pas eu cette traduction politique-là, s'il n'y avait pas eu des représentants du tiers-État qui décident, bon là maintenant on donne une constitution à la France et c'est bon quoi, les autres ils arrêtent 5 minutes, s'il n'y avait pas eu ces représentants qui ont pris leurs responsabilités, à ce moment-là, ça serait resté des émeutes toutes les semaines. Et voilà, ça n'aurait pas été une révolution de fait. Mais le processus est enclenché. Le processus révolutionnaire est enclenché. Combien de temps il va prendre ? On ne sait pas, mais il est enclenché. Maintenant, il y a toute une partie de la société qui est en train de basculer. C'est-à-dire qu'elle voit qu'il est en train de s'appauvrir. Elle vit encore à peu près assez confortablement pour pas totalement basculer, mais ça, on est en plein dedans là. Alors la question, c'est combien de temps ça va prendre. Mais généralement, c'est pas quelque chose qui est continu. C'est-à-dire que ça se fait par palier, ça se fait par étapes. Bon, il y a quand même beaucoup d'experts économistes financiers qui annoncent une crise financière pour bientôt. Ça peut être un nouveau choc qui fait entrer encore des dizaines, des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes peut-être, en plus dans le combat politique, parce que... ça peut être aussi l'occasion pour les dirigeants de sabrer encore plus et de mettre le couvercle encore plus sous la soupape qui finira de toute façon par exploser, j'en suis Oui, mais donc de toute façon, on est dans un moment d'accélération de l'histoire. Et il y a eu la phase 1 là, des Gilets jaunes, et il va y avoir une phase 2 qui sera avec des gilets jaunes ou sans gilets jaunes, mais il va y avoir une phase 2 de toute façon qui va s'ouvrir, qui, comment dirais-je, va continuer parce que, comme le dit Emmanuel Macron, il est dans la gestion de la baisse du niveau de vie. De toute façon, ces politiques-là ne font que pourrir de plus en plus la vie des gens. Donc à un moment donné, il y a de plus en plus de gens qui relèvent la tête et qui se mettent en mouvement et qui disent non, ça va plus ce système-là, maintenant il faut le combattre et il faut en changer. Ouais, sauf qu'il y a un moment, il faut aussi, je pense, enfin, c'est pas juste, il va de toute façon y avoir une phase 2. C'est qu'il y aura une phase 2 si on se donne les moyens de la construire. À mon avis, tu vois, si il y a des gens qui ont peut-être plus de fenêtres, enfin, tu fais partie de ces gens, clairement. Tu vois, tu as une fenêtre d'opportunité, tu as une fenêtre de tir que la plupart des gens n'ont pas. Et du coup, merci en fait de faire ça parce que c'est des gens comme toi qui vont contribuer à construire justement cette phase 2-là. Il ne faut pas juste dire oui, de toute façon, ça va se faire. Il faut être conscient. Ça va se faire, mais moi j'ai envie que ça se fasse le plus vite possible. Mais bien sûr. Et que ça se fasse dans les conditions meilleures possibles. Donc j'ai envie que les gens ont un haut niveau de connaissance, de compréhension du monde pour qu'on évite de partir dans n'importe quoi, parce qu'on le voit, je veux dire, dans des mouvements comme ça, la colère est telle que pour certains, bon, il y a des actes un peu stupides qui peuvent se faire, donc il faut essayer de politiser au maximum, au sens sur les idées, pour que le meilleur puisse en sortir. Parce que de toute façon, il va falloir que ça trouve un débouché à un moment ou à un autre. De toute façon, on ne peut changer les choses qu'en étant bien informé. Ça pourrait être la devise du fil d'actu, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne sais pas, tu as peut-être quelque chose à rajouter. J'ai l'impression que...
Non, écoute. Ça peut être un bon mot de la fin. Je n'ai rien à rajouter, c'est ça le bon mot de la fin. Non, le côté justement que tu essayes d'informer, que tu vois, que tu essayes d'éveiller les gens et tu utilises la fenêtre d'opportunité que tu as et ce porte-parole-là qui t'a été conféré avec beaucoup plus de légitimité qu'à n'importe lequel des députés finalement qu'on a. C'est que toi, tu as été choisi par le peuple directement, tu vois. Ouais, et pas juste en mettant un bulletin dans une urne par défaut, en disant oui, bon, voilà. Là, c'est des mecs qui t'ont vu, ils t'ont entendu parler, ils ont dit, bon, lui, ok, lui, c'est bon. On n'a pas de problème à être représenté par ce mec-là, donc merci. Du coup, ce que j'essaie de faire avec la ligne jaune, la plateforme, pour essayer de faire un RIC numérique, et puis je suis en train d'écrire aussi le livre que j'avais commencé à écrire avant le mouvement, qui sortira l'année prochaine, qui est un livre de vulgarisation de la politique, essayer de donner les clés de compréhension sur ce qu'est le néolibéralisme, sur l'idéologie dominante, et voilà, de donner les clés pour que précisément, par exemple, en 2022, les gens votent sur des critères qui soient pertinents. Oui, donc pas juste en 2022 d'ailleurs, parce que c'est bien d'avoir des clés de compréhension du monde. Oui, mais bien sûr, mais bon, moi j'ai vraiment, je suis très inquiet par la dynamique qui est à l'œuvre, et si Macron repasse en 2022, ce serait vraiment une catastrophe pour le pays. Là-dessus, on va être complètement d'accord en tout cas. Voilà, donc donner les clés de compréhension du monde, c'est ce qu'on essaye de faire avec le fil d'actu. Je vais me permettre de remercier François Boulot qui était avec nous pendant cet entretien. Merci à toi. Un petit peu sportif. Je vais remercier aussi les tipeurs, évidemment, grâce à qui on a pu mettre en place cette émission. Évidemment, si vous voulez en voir d'autres, parce que c'est beaucoup de boulot et beaucoup de matos à louer, n'hésitez pas à aller soutenir notre travail via la page Tipeee. On vous en sera très reconnaissant. Je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode du fil d'actu et d'ici là, prenez soin de vous.